J'ai tout donné à mon fils Izen. Pendant 30 ans, j'ai consacré ma vie à l'élever. J'ai travaillé sans relâche. Je l'ai soigné pendant sa maladie. J'ai payé ses études. J'ai même renoncé à mon mariage, à ma propre vie, juste pour qu'il puisse avoir une vie meilleure. Mais le jour où je lui ai dit que j'avais perdu mon travail, sa première réaction a été de me mettre dehors, me traitant comme un fardeau inutile, comme un parasite. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de ravaler ma fierté. J'ai refusé de continuer à être la mère qu'on piétine. J'allais me défendre moi-même. Izen croyait que je n'avais rien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon ancien patron, qui m'avait toujours respecté pendant les années que je lui avais consacrées, m'avait laissé une fortune. Et cette fois, j'allais m'assurer qu'il comprenne bien que le prix de me trahir est bien plus élevé qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Je venais juste de rentrer à la maison, quand j'ai dit à mon fils Izen que je ne travaillerais plus pour Catherine. Je ne lui avais même pas encore expliqué pourquoi. Que son visage s'est assombri et il m'a interrompu en plein milieu de ma phrase. Sa voix a monté d'un ton brusquement. Son visage rougi par la colère. Pourquoi tu as quitté ce travail d'un coup? Tu gagnais 3000 par mois. Tu comptes faire quoi maintenant? Juste rester là sans rien faire? La petite joie que j'avais ressentie en rentrant chez moi a disparu instantanément. Il pensait vraiment que j'avais quitté ce travail juste pour me reposer? Je suis rentré parce que je voulais leur rendre la vie plus facile. Ces mots m'ont giflé en plein cœur. Mais je ne me suis pas défendu. Je savais qu'il avait été sous beaucoup de pression ces dernières années. Sa femme, Nicole, venait d'une famille qui n'a jamais vraiment apprécié la nôtre. Sa mère est prof à l'université et son père travaille dans l'administration locale. Ils ont toujours regardé Izen de haut, comme s'ils ne méritaient pas leur fille. Nicole, suivant l'exemple de ses parents, l'attaquait sans cesse. Elle parlait de son salaire, de son éducation, de tout ce qu'elle pouvait utiliser pour détruire sa confiance en lui. Et pourtant, je pensais que si un jour ils apprenaient que Catherine m'avait laissé un héritage de 8 millions de dollars, ils verraient enfin Izen autrement. Peut-être qu'ils le respecteraient, enfin. Mais je n'ai pas encore parlé de l'argent. Pas tout de suite. À la place, j'ai mentionné une autre raison pour laquelle j'étais revenu à la maison. Je lui ai dit: tu ne m'avais pas dit que Nicole comptait tomber enceinte bientôt? J'ai pensé revenir tôt pour l'aider, la soutenir pendant la grossesse, l'accompagner après l'accouchement, et peut-être même l'aider un peu avec le bébé. L'expression de Nicole est devenue froide d'un coup. Je jurerais même qu'elle s'est moquée de moi. Elle a dit d'un ton sec: la récupération après un accouchement, ça demande des soins professionnels. Tu étais femme de ménage, tu sais quoi là-dedans? Sa mère, Suzanne, m'a regardé avec mépris et a ajouté aussitôt: s'occuper d'un nouveau-né, ce n'est pas juste changer des couches et donner des biberons. C'est une science. Il faut une vraie formation pour ça. Ce n'est pas un truc qu'on confie à des amateurs. Elles m'ont rabaissé ensemble, comme si elles avaient déjà répété leur discours. Juste comme ça, elles m'ont considéré comme une nounou incapable. J'ai laissé échapper un petit rire amer. Rien n'avait changé. Elles me considéraient encore comme quelqu'un d'inférieur. Pour garder mon calme, j'ai forcé un sourire et j'ai dit: bon, si tout est déjà prévu, je ne me mêle pas de ça. Je vous laisse le soin de vous occuper du bébé. Suzanne a levé les yeux au ciel, comme si c'était la première chose raisonnable que j'avais dite de la soirée. Elle a répondu: d'accord. Mais c'est toi qui paieras la nounou. Et c'est moi qui m'occuperai de l'embauche et de la gestion. Cette phrase m'a laissé sans voix. Un nœud s'est formé dans ma poitrine. Mon fils Izen a aussitôt repris la parole, enchaînant là où Suzanne s'était arrêtée, sans hésitation. Exactement, maman. Tu n'aurais jamais dû quitter ce travail. Nos dépenses vont bientôt doubler. Tu devrais continuer à travailler. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Tout est devenu clair. Ils ne voulaient pas que je rentre à la maison pour me reposer. Ils voulaient juste un salaire régulier. Pour eux, je n'étais qu'un employé. Un distributeur automatique ambulant. Mon visage s'est durci. J'ai dit: j'ai 58 ans. Je pense que c'est le moment de me reposer et de prendre ma retraite. La retraite. Nicole a éclaté de rire, un rire amer. Tu n'as même pas de pension. De quelle retraite tu parles? Ces mots m'ont presque coupé le souffle. Je voulais cotiser à une retraite, il y a des années. Mais c'est eux qui m'avaient dit d'économiser l'argent pour rembourser l'hypothèque plus vite. Et maintenant, ils me le reprochent? Nicole a repoussé ses cheveux en arrière et a craché.
C'est parce que ton salaire était pathétique. Qui t'a dit d'acheter une maison que tu ne pouvais pas payer sans prêt? T'aurais dû mieux planifier. Izen a essayé de calmer Nicole. Mais il m'a crié dessus. Ça suffit maman. Nicole essaie juste de tomber enceinte. Et tu la stresses. C'est maintenant qu'on a besoin d'argent. Et tu devrais aider. Tu es encore en forme. Il n'y a aucune raison pour que tu ne continues pas à travailler encore 20 ans. Laisse tomber la retraite jusqu'à tes 80 ans. Encore 20 ans. Je suis resté paralysé. Submergé par une vague de tristesse que je ne pouvais même pas exprimer avec des mots. Après tout ce que j'avais donné. Chaque sacrifice. Chaque heure de travail. Chaque dollar gagné. Je n'étais encore qu'un distributeur de billets à leurs yeux. C'est à ce moment-là que je l'ai vraiment vu tel qu'il était. Tous ces discours de respect et de gratitude n'étaient que des mensonges sucrés pour me garder au service. Quand Izen était encore à l'université, il sortait déjà avec Nicole. Pour les aider à mieux vivre. Et calmer la famille snob de Nicole. J'ai tout laissé tomber. Et je suis parti dans une autre ville. Pour travailler comme domestique à plein temps. Je faisais ça juste pour économiser assez et leur acheter une maison. Ils n'ont pas payé un seul centime. Même si sur l'acte de propriété, seul leur nom figurait. À l'époque, ils m'avaient dit les larmes aux yeux. Un jour, quand on ira mieux, on prendra soin de toi. Tu auras enfin la vie que tu mérites. Mais maintenant je comprends ce qu'ils entendaient par « la vie que je mérite ». Une vie de travail sans fin. Jusqu'à ce que mon corps me lâche à 80 ans. J'ai retenu mes larmes. J'ai calmé ma voix. Et j'ai dit fermement. J'ai dit que je prends ma retraite. C'est définitif. Personne ne peut décider à ma place. Suzanne a dû comprendre que je parlais sérieusement. Et elle a commencé à s'inquiéter que j'arrête de les soutenir. Son ton est devenu plus doux tout de suite. Écoute, ce n'est pas qu'on ne comprend pas. Mais tu dois être réaliste. Il n'y a pas de chambre libre dans cette maison. Tu ne peux pas t'attendre à rester ici pour toujours, n'est-ce pas? Mais j'ai un engagement. Ai-je répondu, les yeux plissés. Quelque chose dans son expression m'a donné la nausée. Je connais une famille riche qui cherche une aide à domicile. Bon salaire, logement et repas inclus. Tu as déjà fait ce genre de travail. La transition serait simple. Nicole a ajouté avec un sourire moqueur. C'est une idée parfaite en vrai. Tu pourrais même nous aider à alléger les dépenses de la maison. Ce que tu gagnes pourrait servir pour les frais du foyer. Tout le monde y gagne, non? Suzanne a haussé les épaules et a dit. De toute façon, tu n'as pas besoin de repos. Retourner travailler ne va pas te tuer. Ne dis pas non tout de suite. Essaie. Si ça se passe bien, tu pourras même y rester longtemps. Mon visage est devenu plus froid à chaque mot. J'ai dit. J'ai déjà quitté ce genre de travail. Je ne remettrai jamais les pieds dans une maison comme domestique. Le sourire de Suzanne a disparu. Son regard est devenu dur et calculateur. Bon, si vraiment tu as fini de travailler pour les autres. Très bien. Elle a marqué une pause, sa voix devenue douce mais pleine de pression. Il y a une maison de retraite pas loin. Les installations sont correctes. Bonne nourriture et logement. Tu pourrais y rester en travaillant un peu. Aider en cuisine ou au ménage. Juste pour t'en sortir. Nicole a levé les yeux au ciel et s'est moquée. Là, c'est raisonnable. Tu ne peux pas vivre dans un hôtel et croire qu'on va payer ta note. Au moins, dans une résidence, tu paieras toi-même. Arrête de croire qu'on doit tout porter. La colère bouillonnait en moi. Mais je me suis forcé à rester calme. Je me suis tourné vers Izen. Tu penses vraiment que c'est normal d'envoyer ta propre mère laver des sols dans une maison de retraite? Juste pour qu'elle puisse manger? Il a détourné le regard. Mais il a essayé de rester calme. Maman, sois réaliste. Tu as toujours dit que tu voulais être indépendante. C'est ça, la vraie indépendance, non? Tu t'occupes de toi. Et on ne se doit rien. Il a ajouté, sortant son téléphone. Il y a une place libre là-bas. J'ai déjà appelé pour vérifier. Tu pourrais y emménager dès aujourd'hui. Puis, juste devant moi, il a commencé à composer le numéro. Je n'en croyais pas mes yeux. Le fils pour qui j'avais tout donné était maintenant aussi pressé de me mettre dehors que s'il s'agissait de se débarrasser d'un fardeau. Mes mains tremblaient et les larmes coulaient sur mes joues sans que je puisse les arrêter. Izen, j'ai tout donné pour t'élever. J'ai vidé mes économies pour t'acheter une maison. Et maintenant, tu me vois juste comme un poids à jeter. C'est comme ça que tu remercies ta mère?
Pendant une seconde, j'ai vu la culpabilité briller dans ses yeux. Mais elle a vite disparu, remplacée par de la colère. Il a donné un coup de pied dans ma valise, la faisant tomber au sol. Il a crié. « Tu crois que tu as souffert? C'était ton choix. Si tu ne t'étais pas séparé de mon père, on ne serait jamais tombé dans la misère. J'aurais pu grandir riche. Et c'est toi qui as tout gâché. Laisse-moi te dire une chose, Margaret. Tu me dois tout pour le reste de ta vie. » Je suis resté là, figé. Le regard planté dans ses yeux injectés de sang. Alors qu'une douleur sourde me transperçait la poitrine. Comme une lame émoussée qui tourne lentement dans mon cœur. Il n'en avait aucune idée. La seule raison pour laquelle je m'étais séparé de son père. C'était à cause de lui, Isen. Si je n'avais pas quitté ce mariage, ce père supposément riche ne l'aurait jamais reconnu comme son fils. En fait, il aurait fini dans un foyer. Abandonné comme un chien errant que personne ne veut. Chaque sacrifice que j'ai fait, chaque décision, chaque larme, c'était pour qu'il ait une chance d'avoir une vraie vie. Mais maintenant, c'est lui qui me lançait des reproches. Comme un animal piégé qui attaque, me blâmant d'avoir détruit l'avenir que j'avais tout fait pour protéger. Je me suis tenu la poitrine, essayant de calmer la tempête en moi. Mais la douleur ne faisait que grandir. Toutes ces années de dévouement, de sacrifice, d'amour, m'ont soudain paru être la blague la plus cruelle que la vie pouvait me faire. Isen n'était même pas mon fils biologique. Je l'avais adopté. La première fois que je l'ai vu, j'étais bénévole dans un centre d'aide à l'enfance. Il n'avait même pas 1 an. Fragile comme un chaton. Les lèvres bleues. Son petit corps sans force. Le directeur m'a dit qu'Isen était né avec une grave maladie du cœur. Ses parents biologiques l'avaient abandonné dans une poubelle. Un passant avait entendu ses pleurs faibles et l'avait amené à l'orphelinat. Je ne sais pas exactement ce qui m'a attiré vers lui. Peut-être la peur dans ses yeux. Peut-être ce besoin d'amour. Ou peut-être parce que moi aussi, j'avais perdu ma mère quand j'étais enfant. Voir un bébé souffrir, ça m'était insupportable. Je suis rentré à la maison et j'en ai parlé à mon mari. Après y avoir réfléchi longtemps, on a décidé de l'adopter. À partir de ce moment, on a parcouru tout le pays à la recherche d'hôpitaux et de spécialistes. Pour lui sauver la vie. Mais 2 ans plus tard, mon mari a changé. Il m'a dit qu'il en avait marre d'élever l'enfant d'un autre. Il voulait un enfant à lui. Il m'a donné un ultimatum. Soit je ramenais Isen à l'orphelinat, soit je le quittais et j'élevais Isen seul. Je n'ai pas hésité. J'ai choisi Isen. À cette époque, sa santé était encore fragile. Et j'avais trop peur que retourner à l'orphelinat signifie arrêter son traitement. Ou pire, sa mort. Alors j'ai pris 2, parfois 3 boulots à la fois. La nuit, je m'asseyais à la table de la cuisine. Les yeux brûlants. À faire des petits travaux manuels pour gagner quelques pièces de plus. Et d'une façon ou d'une autre. Pendant toutes ces années longues et désespérées, je l'ai maintenu à flot. Il a survécu. Il s'est rétabli. Et il est même devenu aussi en forme que n'importe quel garçon. Il est allé à l'université. Je ne lui ai jamais dit la vérité sur son passé. Pas parce que je voulais lui mentir, mais parce que je ne voulais pas être un fardeau. Il était déjà un enfant sensible et peu sûr de lui. Je ne voulais pas qu'il porte le poids de savoir qu'il avait été abandonné 2 fois. Par ses parents biologiques. Et ensuite par son père adoptif. Je voulais qu'il croie que le monde pouvait encore être gentil. Que l'amour vrai existait. Mais jamais. Même dans mes pires cauchemars. Je n'aurais imaginé qu'il devienne comme ça. Froid. Égoïste. Et ingrat. Et pourtant, malgré ma colère, je ressentais aussi un certain soulagement. Heureusement que je ne leur avais jamais parlé du fonds fiduciaire. Si Zen avait su que les 8 millions de dollars m'avaient déjà été transférés légalement. Je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé. Je l'ai regardé avec un regard froid, vide. Si tu es sans cœur, alors tant pis. Désormais, toi et moi, c'est fini. On n'a plus rien à voir l'un avec l'autre. Je me suis penché. J'ai ramassé ma valise. Et j'ai tourné le dos pour partir. Mais soudain, Suzanne m'a attrapé par le bras. Qu'est-ce que tu fais? Isen est ton fils. Tu es censé être responsable de son avenir. Tu ne peux pas faire ta valise et partir comme ça. Nicole a ajouté, reprenant le ton indigné de sa mère. Oui. Quelle sorte de mère fait ça? Tu l'as élevé. Et maintenant tu veux t'en laver les mains?
C'est d'une irresponsabilité incroyable. J'ai lâché un rire froid. Tu es prof à l'université, une femme instruite. Et c'est ton argument. Légalement, un parent est obligé de s'occuper de son enfant jusqu'à ses 18 ans. Et moi, j'ai soutenu Izen jusqu'à ses 30 ans. Que peut-on attendre de plus? Le visage d'Izen s'est crispé. Sa voix s'est élevée, pleine de rage. Ça, ce n'est pas être un parent. C'est juste prendre de mauvaises décisions. Et devoir les payer. Tout ce qui a été misérable dans ma vie. C'est à cause de toi. Tu me dois tout, pour toute la vie. Puis il a hurlé. Avec une voix pleine de venin. Tu m'as demandé la permission. Quand tu as décidé de me mettre au monde. J'ai failli éclater de rire face à l'absurdité de ce qu'il venait de dire. Il paraissait complètement dérangé. Je l'ai regardé comme s'il était un étranger. Quelqu'un que je ne reconnaissais plus. J'ai pensé. J'ai dû être aveugle pour avoir élevé quelqu'un comme toi. Et j'ai ajouté. Et si tu as des questions aussi philosophiques et tordues, peut-être que tu devrais les poser à ta mère biologique. Celle qui t'a laissé dans une benne à ordures. Je ne savais même pas si je réalisais ce que je venais de dire. Il est resté figé une seconde. Perdu. Mais la colère restait visible sur son visage. Peu importe. Je n'en avais plus rien à faire. Je me suis dégagé du bras de Suzanne. Et je suis sorti par la porte. Sans me retourner. Presque aussitôt. Des cris furieux ont retenti derrière moi. Tu renies ton propre fils? Tu n'es même pas humaine. Ne sois pas si fière, Margaret. Quand tu seras vieille, malade, et que personne ne voudra s'occuper de toi, on verra jusqu'où va ton indépendance. Personne n'engagera une femme de ton âge. Et quand tu seras au fond du trou, ne reviens pas nous supplier. Je me suis arrêté. Je me suis tourné lentement vers eux. Et je les ai regardés avec une froideur calme. J'ai dit. Vous devriez vous inquiéter plus pour vous-même. N'oubliez pas que la maison dans laquelle vous vivez, celle que vous considérez comme un droit de naissance, je l'ai achetée avec chaque centime que j'ai économisé pendant des années. Si un jour je décide de la récupérer, ne soyez pas si sûr d'avoir encore un toit. Nicole a foncé à la porte, furieuse. Le doigt pointé sur moi. N'ose même pas toucher à cette maison. Elle est au nom d'Izen et moi. C'est légalement notre bien. Tu n'as aucun droit. Plus elle criait, plus je me sentais calme. Très bien, ai-je dit d'un ton ferme. Alors écoute bien. Je m'en fiche si je dois dépenser l'équivalent de 2 maisons. Je ne laisserai pas celle-ci entre les mains d'un groupe de sangsues ingrates. Nicole a ouvert les yeux en grand, choquée. Puis elle s'est mise à rire d'un ton moqueur. Tu es devenue folle. 2 maisons. Tu n'as même pas $1000 à ton nom. Cette maison est à nous. C'est notre propriété de couple. Tu n'es qu'une bonne ratée, qui essaie de vivre au-dessus de ses moyens. Dégage. Les gens comme toi méritent de pourrir dans la rue. Puis elle m'a claqué la porte au nez. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas bougé. Je suis juste allé vers l'ascenseur. J'ai sorti mon téléphone. Et j'ai commencé à chercher des annonces. De maisons de luxe dans les meilleurs quartiers de la ville. Un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. Si je ne m'installais pas dans la plus belle maison de la ville, je ferais honte aux 8 millions de dollars, que je gardais bien au chaud dans mon fonds fiduciaire. Ce soir-là, je suis allé m'installer dans l'hôtel 5 étoiles le plus chic du centre-ville. J'ai contacté l'avocat privé de Catherine. Et je lui ai demandé de lancer toutes les démarches légales, pour réclamer tout ce qui me revenait de droit. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vécu dans cet hôtel, tandis que je me plongeais à fond dans le marché immobilier de luxe de la ville. Je consultais des annonces. Je faisais des recherches. Je planifiais des visites. Une semaine plus tard, j'avais rendez-vous pour visiter un lotissement privé de villas très prisé. C'était le quartier le plus prestigieux de la ville. Ce que je ne m'attendais pas à voir, c'était que l'agente immobilière chargée de me faire visiter était la nièce de Suzanne, Chloé. Le showroom immobilier était plein de monde. Même si les villas commençaient à plus d'1 million de dollars. Le caractère exclusif du projet attirait des acheteurs potentiels sans arrêt. Je venais juste d'entrer dans le grand hall, quand une jeune femme aux cheveux longs, avec un sourire enthousiaste, s'est approchée de moi. « Bonjour madame. Souhaitez-vous que je vous présente les détails du projet? » « Oui, s'il vous plaît. Vous pouvez commencer par me montrer les maisons témoins? » Je l'ai suivie vers la zone d'exposition. Mais nous avions à peine fait quelques pas
qu'une voix aiguë a retenti à l'autre bout de la salle. Qui s'occupe de filtrer les clients aujourd'hui? On laisse entrer n'importe qui, maintenant? J'ai levé les yeux. C'était Chloé, la nièce de Suzanne, la cousine de Nicole. Nous nous étions vus quelques fois, mais elle m'avait laissé une impression désagréable. Le genre de fille qui respire l'arrogance, qui se donne des airs de grande bourgeoise, et qui se vante de ne traiter qu'avec la haute société. Avant même que je réagisse, elle avançait déjà vers moi d'un pas rapide, ses talons claquant au sol, les yeux pleins de mépris. « Margaret, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je l'ai regardé froidement. Puis j'ai continué à marcher. Je viens voir une propriété. Il y a un problème. Elle s'est aussitôt mise devant moi, me barrant le passage, avec un sourire dédaigneux. Une femme de ménage. Tu crois que tu peux t'offrir ce genre d'endroit? Ne me dis pas que tu es là juste pour le café gratuit. J'ai vu plein de gens comme toi, qui font semblant d'être acheteurs, juste pour manger à l'œil. Les gens autour ont commencé à nous regarder, chuchotant entre eux. Certains hochaient même légèrement la tête, comme pour dire « elle a peut-être raison ». La jeune assistante à mes côtés a tenté de calmer la situation. D'une voix douce. « Chloé, je ne suis pas occupée. Je peux très bien faire visiter à cette dame. » Mais Chloé l'a écartée sans hésitation, les yeux pleins de dédain. « Et tu crois que t'es qui pour me donner des leçons sur mon travail ?» La jeune femme a reculé, intimidée. Chloé s'est tournée et a fait signe à 2 agents de sécurité. « Vous deux, sortez cette visiteuse immédiatement. » Le showroom entier est devenu silencieux. Tous les regards étaient sur nous. J'ai levé la main calmement pour arrêter les agents de sécurité avant qu'ils ne s'approchent. J'ai dit. Je suis venu voir une propriété. Sur quelle base vous me virez? Où est le responsable? Je veux parler à quelqu'un en charge. Je me suis tourné vers la foule. Vous aussi, vous êtes venu voir des biens, non? Dites-moi si j'ai fait quelque chose d'inapproprié. Les agents ont hésité. Je ne comptais pas céder. Et il était évident qu'ils ne voulaient pas se mettre dans une mauvaise situation. Chloé restait debout, les bras croisés, ricanant à voix haute. Allez, vas-y. Fais ton petit numéro. Voyons ce que ça donne. À ce moment-là, un jeune homme en chemise blanche impeccable s'est approché rapidement, avec un sourire poli et professionnel. Bonjour madame, je suis Alex, le directeur commercial de ce projet. Y a-t-il un souci avec lequel je peux vous aider? Avant même que je parle, Chloé est intervenue. Alex, elle est là juste pour les trucs gratuits. Je m'apprêtais à demander à la sécurité de la faire sortir. Alex a légèrement froncé les sourcils, mais il a gardé un ton respectueux. Madame, vous serait-il possible de nous montrer une preuve de solvabilité? Comme vous le savez, cette visite est réservée aux invités sélectionnés. Et nous demandons un justificatif de capacité d'achat. Sans hésiter, j'ai sorti une chemise de documents. On a déjà vérifié mes papiers à l'entrée. Chloé m'a arraché la chemise des mains et l'a ouverte avec un grand geste. Elle a crié. 5 millions de dollars. Sérieusement? Elle a crié si fort que toute la salle l'a entendu. C'est une femme de ménage. C'est impossible qu'elle ait autant d'argent. Je connais son passé mieux que quiconque ici. Elle a ajouté avec arrogance. Ça doit être faux. On ne peut pas laisser quelqu'un comme elle nous tromper. Alex restait là, clairement mal à l'aise, ne sachant pas quoi faire. Je ne me suis pas donné la peine de discuter. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire. Et j'ai montré l'écran à tout le monde. La jeune assistante à côté de moi s'est penchée et a compté doucement à voix basse. Dit. Cent 000. Mon Dieu. Plus de 8 millions. Des cris de surprise ont traversé la foule. Les yeux des gens se sont écarquillés. Ils ne me jugeaient plus. Ils étaient maintenant stupéfaits. Curieux. Même un peu impressionnés. Quelqu'un près de moi a chuchoté. Cette femme a vraiment de l'argent. Le visage de Chloé est devenu pâle, passant du rouge au vert, puis au blanc fantomatique. Elle semblait vouloir disparaître. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a continué à insister. D'une voix stridente et têtue. Alex, cette appli bancaire, c'est forcément du faux. C'est impossible qu'elle ait autant d'argent. Le visage d'Alex s'est assombri. Il a dit. Chloé, ça suffit. Puis il s'est tourné vers moi, avec un ton calme et respectueux. Madame,
je vous présente mes excuses sincères. C'est clairement une erreur de notre part. Et on va corriger ça immédiatement. Je vais vous assigner notre meilleur conseiller client pour vous assister. J'ai levé légèrement la main, avec un petit sourire tranquille. Puis je me suis tourné vers la jeune femme qui m'avait accueilli. Ce n'est pas nécessaire. Elle est très professionnelle. Je veux que ce soit elle qui me montre le bien. Alex avait l'air un peu inquiet. Elle vient tout juste de commencer. Techniquement, elle est encore en formation. Je craignais qu'elle manque d'expérience. Je l'aime bien, ai-je dit fermement, sans lui laisser le choix. Aujourd'hui, j'achète cette maison. Et je veux le faire avec elle. Alex a aussitôt acquiescé, un peu nerveux mais enthousiaste. Bien sûr. Bien sûr. Monica, prends bien soin de notre invité distingué. Chloé restait à l'écart. Le visage figé. Les lèvres serrées par la frustration. Elle m'a regardé partir, furieuse. Et a murmuré dans sa barbe. Juste une domestique glorifiée qui fait semblant d'être quelqu'un. Je l'ai complètement ignoré. J'ai pointé la maquette au centre de la salle d'exposition. Je veux voir celle-là, ai-je dit à Monica. Dès que j'ai vu cette villa, j'ai su. Plafond haut. Grand jardin à l'arrière. Solarium de plus de 200 mètres carrés. Et surtout, elle était entièrement meublée, prête à être habitée. Je prends celle-ci, ai-je dit sans hésiter. On commence les papiers. Les yeux de Monica se sont illuminés de joie. Madame, vous êtes sûre que vous ne voulez pas voir d'autres options? J'ai du temps, je peux vous montrer d'autres villas. Ce n'est pas nécessaire, ai-je répondu. Celle-ci est parfaite. Monica pouvait à peine contenir sa joie. Madame, c'est la première vente que je conclus. Vous êtes mon porte-bonheur. Nous sommes allés vers l'espace des signatures. Et pendant que je regardais les papiers, un murmure s'est levé derrière moi. Elle a signé sans réfléchir. 150 000. Même pas un clignement d'œil. C'est ça, le vrai pouvoir de l'argent. Voilà à quoi ressemble la richesse. Quelqu'un d'autre a murmuré. Chloé avait dit que c'était juste une domestique. Elle se vante sûrement de l'argent de son patron. Aujourd'hui, même les femmes de ménage savent comment faire le show. Elle doit juste dépenser le crédit de quelqu'un d'autre. Puis la voix de Chloé a coupé les murmures, pleine de venin et de ragots. Vous n'avez aucune idée. Ce n'est pas une domestique comme les autres. Alors c'est quoi? Demanda quelqu'un. C'est une de ces assistantes qui vivent avec de vieux riches. Vous savez, elle ne fait pas que le ménage, si vous voyez ce que je veux dire. Non. À son âge. Quelle honte. Il y a des gens qui vendraient tout pour de l'argent. Si sa famille savait ça, il serait tellement humilié. J'ai reposé le contrat. Et je me suis tourné vers Monica. Monica, ai-je dit avec un sourire ferme. Pourrais-tu me recontacter avec Alex? J'aimerais t'acheter une autre propriété. La salle est devenue totalement silencieuse. C'était comme si l'air s'était figé. Les yeux de Monica se sont ouverts grands. Et d'une voix tremblante d'incrédulité, elle a demandé. Madame, vous êtes sûre? Vous voulez une autre maison? Exactement, ai-je dit calmement. Une pour y vivre. Et l'autre comme investissement. Puis j'ai souri un peu plus. Et j'ai une petite faveur à demander à Alex. Alex est revenu très vite. Le visage encore plus lumineux qu'avant. Rayonnant d'enthousiasme. Bonjour à nouveau, madame. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? J'ai confirmé l'achat de la première maison, ai-je dit. Je suis prête à signer le contrat. Et j'aimerais ajouter une deuxième villa. Mais... J'ai marqué une pause. Et j'ai pris un ton plus froid. J'espère que votre équipe va sérieusement gérer le comportement inapproprié de certains membres du personnel. Le sourire d'Alex s'est effacé. Il a balayé la pièce du regard. Et ses yeux se sont vite posés sur Chloé. Chloé, a-t-il dit sèchement, tu recommences à créer des problèmes. Présente des excuses immédiatement à cette cliente. Chloé a levé le menton, refusant de céder. Pourquoi je devrais m'excuser? J'ai juste dit la vérité. Elle était femme de ménage. Et ne me regarde pas comme ça. Son fils me l'a dit. J'ai lentement relevé la tête, plissant les yeux, la regardant fixement. Tu dis que mon fils t'a dit ça? Alors laisse-moi te dire quelque chose à mon tour. Il a aussi dit que ton petit carnet de vente réussi n'était pas dû à ton talent, mais aux nuits que tu passais dans le lit de certains clients. C'est vrai, ça aussi? Le visage de Chloé est devenu blanc. Ses lèvres tremblaient.
Tu mens. C'est de la diffamation. Ah bon? Et ce que tu m'as dit tout à l'heure, ce n'était pas de la diffamation? Maintenant, tu sais ce que ça fait. Je me suis tourné vers Alex. Il avait compris. Son expression est devenue sérieuse. Chloé, ça suffit. Sécurité, accompagnez-la dehors. Et à partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Chloé a paniqué. Ses yeux se sont remplis de larmes. Alex, je ne mentais pas. C'est vrai, elle était une femme de ménage. Mais Alex est resté ferme. Tu as violé notre code de conduite de manière grave. Tu es renvoyé avec effet immédiat. J'ai levé la main, calmement. Attendez. Elle ne va pas partir comme ça. Elle m'a publiquement diffamé. Je ne vais pas laisser passer ça. À cet instant, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Bonjour, oui, c'est la police? Je voudrais déposer une plainte pour diffamation et harcèlement en public. 10 minutes plus tard, 2 agents de police sont arrivés dans le showroom. Ils ont écouté mon récit et ont examiné l'enregistrement de l'incident. Ils ont alors donné à Chloé un avertissement officiel et lui ont dit clairement: si vous ne présentez pas des excuses publiques, Madame a parfaitement le droit de porter plainte. Coincée, tremblante de rage, Chloé a finalement murmuré entre ses dents: je suis désolée. Elle a lancé un dernier regard rempli de haine à Monica et à moi, avant de s'en aller furieuse, les yeux pleins d'envie, surtout quand elle a vu Monica se préparer à conclure la deuxième vente. La même Monica qu'elle avait humiliée 1 heure plus tôt était maintenant la star du jour. Au final, j'ai signé les contrats des 2 propriétés. Et je les ai payés en totalité. Sans même hésiter. Monica était à côté de moi, les yeux brillants d'émotion. Elle n'arrivait presque pas à parler. Madame, je ne sais pas comment vous remercier. Ça fait 3 mois que je travaille ici. Et je n'avais pas encore fait une seule vente. Et là, 2 d'un coup. C'est un miracle. Pour me montrer sa reconnaissance, elle a insisté pour s'occuper personnellement du nettoyage en profondeur et des préparatifs de déménagement. J'ai accepté avec plaisir. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment légère. Comme si toute l'humiliation, la rancune et l'amertume avaient disparu avec la poussière. Derrière les portes de ma nouvelle villa. Ce soir-là, juste en rentrant à l'hôtel, mon téléphone a sonné. C'était Izen. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as ruiné le travail de Chloé. Toute sa famille est en colère contre nous maintenant. Ils veulent des explications. Tu comptes faire quoi? J'ai répondu sans émotion. Qu'ils viennent. C'est ton problème maintenant. Je te l'ai déjà dit. C'est fini. Je ne te dois plus rien. Il a répondu. Tu causes des problèmes. Et tu attends qu'on gère les conséquences? C'est pas juste. Là, mon sang s'est mis à bouillir. Des problèmes. Chloé m'a diffamé publiquement. Elle l'a cherché. La police était là. Tu crois qu'ils sont venus pour rigoler? Et si ça devient encore pire? Ne crois pas que tu t'en sortiras sans rien. Izen est resté silencieux un instant. Puis, quand il a repris la parole, son ton avait changé. Il s'était adouci. Il tentait une autre approche. Bon, on passe à autre chose, hein? Au fait. Et là, je l'ai reconnu. Ce ton hésitant. Ce changement d'intérêt calculé. Il a ajouté. Bon, maman. C'est qui ton nouveau patron? Il doit être sacrément riche. Et il te traite super bien, non? J'ai ri en silence. Voilà. Encore cette odeur d'argent. Et lui, en train de flairer la piste comme un chien. Peu importe qui ils sont. Ça ne te regarde pas, Izen. Je vais te le dire une dernière fois. C'est fini entre nous. Et j'ai raccroché. Puis j'ai bloqué tous leurs numéros. Celui de Izen. Celui de Nicole. Et toute leur famille. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que quelques jours seulement après mon déménagement dans ma nouvelle maison, j'allais tomber sur quelqu'un que je n'avais pas prévu de revoir. Suzanne. Cet après-midi-là, j'étais dans un showroom de pianos de luxe. En plein centre-ville. Je cherchais un piano à queue. Je venais juste de m'asseoir sur le banc, prête à essayer les touches, quand les portes d'entrée se sont ouvertes en grand. Un groupe de pas pressés a résonné dans la pièce. Suzanne est entrée, entourée de son cercle habituel d'amis de la haute société. Leur voix forte et arrogante résonnait dans la salle. Suzanne a dit en se moquant.
C'est quoi ce magasin? Il laisse n'importe qui toucher un piano? Pas très professionnel. Son regard s'est posé sur moi. Et son sourire dégoulinait de sarcasme. Margaret, tu t'es lavé les mains avant de toucher cet instrument? T'as pas bossé dans la santé, tous ces derniers temps? Dieu sait quel microbe t'as sur les doigts. Qui aurait cru qu'un piano aussi cher pourrait être contaminé aussi facilement? Ses copines ricanaient, murmurant entre elles en me regardant avec mépris. L'une d'elles a demandé, sans même baisser la voix. C'est elle, la belle-mère dont tu parlais. PFF. Elle peut pas s'en acheter un. Alors elle vient ici pour faire semblant. Quelle honte. Une autre femme. Les cheveux attachés en chignon. Et d'énormes lunettes de soleil sur le nez. M'a regardé de haut. PFF. Rien de plus agaçant que quelqu'un qui essaie d'avoir l'air classe avec un sac contrefait. Les deux vendeurs dans la salle ont échangé un regard discret. Clairement mal à l'aise. L'un d'eux s'est approché de moi. Et m'a offert un sourire chaleureux et professionnel. S'il vous plaît madame. Sentez-vous libre d'essayer le piano. Ils sont là pour ça, même si vous ne l'achetez pas. J'ai hoché la tête poliment. Puis je suis revenu à ma partition. Et j'ai préparé mes mains. Je voulais jouer pour faire tomber la tension dans la pièce. L'autre vendeur s'est dirigé vers Suzanne et ses amis. Mesdames, bienvenue. Y a-t-il un modèle particulier que vous souhaitez voir? Je me ferai un plaisir de vous le présenter. Suzanne m'a lancé un regard glacé, puis a répondu sèchement. On comptait jeter un œil. Mais là, je ne suis plus si sûr. Clairement, ce magasin ne respecte pas ses instruments ni ses clients. Je me suis tourné calmement vers le vendeur. Et j'ai dit clairement. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour essayer quelques modèles. J'ai bien l'intention d'acheter aujourd'hui. La femme au chignon s'est moquée. Ouais, c'est ça. Je vais m'asseoir là et te regarder te ridiculiser. J'ai trop envie de voir comment tu vas t'en sortir sans rien acheter. Suzanne a tiré le bras de son amie. Allez, on s'en va. Juste être près de ce genre de personne me dégoûte. Mais je savais que ce n'était pas ça. Suzanne avait entendu parler, par Chloé, que j'avais acheté 2 villas. Elle ne savait pas si c'était vrai. Et elle avait peur que je prouve une fois de plus qu'elle s'était trompée. Mais son amie n'était pas du genre à lâcher. Moi je reste ici. A-t-elle dit avec un sourire moqueur. Je ne dormirai pas cette nuit si je ne la vois pas s'écraser. Ces mots ont encouragé tout le groupe. Elles sont restées, attendant de voir un désastre amusant. J'ai choisi un de mes morceaux préférés. Et j'ai posé doucement mes doigts sur les touches. Les notes se sont envolées dans la pièce. Douce et ferme. Laissant couler la mélodie de la sonate claire de lune dans l'air. La femme au chignon a levé les yeux au ciel. Et a soufflé. C'est quoi ce bruit? Elle joue comme une casserole. Qui lui a appris? Elle croit qu'elle a sa place dans un magasin de piano avec ce vacarme? Mais avant que je ne réponde, le vendeur à côté de moi s'est mis à applaudir. Avec une admiration sincère dans les yeux. Madame, c'était magnifique. Une des interprétations les plus émouvantes de la sonate claire de lune que j'ai entendue depuis longtemps. La femme au chignon a levé les yeux tellement fort qu'elle a failli tomber à la renverse. Oh, pitié. Si elle était si douée, elle ne serait pas coincée dans une vie aussi triste. Tes compliments sont trop gros, mon chéri. À ce moment-là, des jeunes sont entrés dans la salle. Ils n'ont pas dit un mot. Ils se sont juste mis derrière moi et ont écouté en silence. Dès que j'ai levé les mains du clavier, une salve d'applaudissements a éclaté derrière moi. Waouh, c'était incroyable. J'étudie le piano depuis des années. Et je n'arrive toujours pas à transmettre autant d'émotions dans Clair de Lune. Vous avez capté cette atmosphère brumeuse et rêveuse avec tellement de naturel. Vous êtes incroyable. Suzanne, pas loin, fronçait les sourcils, les yeux plissés, visiblement perdue. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un qu'elle avait toujours méprisé pouvait jouer avec autant de grâce et de maîtrise. La vérité, c'est que je devais ce moment de paix et de musique à ma défunte patronne. Elle venait d'une famille prestigieuse. Et c'était la femme la plus élégante et sincère que j'avais jamais rencontrée. Elle ne m'a jamais rabaissé. Au contraire, elle me traitait comme une petite sœur, pas comme une employée. À chaque fois qu'elle avait du temps libre, elle m'invitait à apprendre la musique, la peinture, la littérature. Et je n'ai jamais pris ça à la légère. J'ai étudié avec sérieux, reconnaissante pour sa patience et sa générosité. Avec le temps,
Elle n'a pas seulement changé mon mode de vie. Elle a transformé mon esprit tout entier. Je continuais à jouer, me laissant porter par les touches du piano, alors que le visage de la femme au chignon se tendait. À mesure que les compliments pleuvaient autour de moi, elle baissa la tête, clairement mal à l'aise. Puis, dans un dernier effort désespéré pour sauver la face, elle releva la tête brusquement. « Et alors? Tu sais jouer une chanson? Tu crois que ça fait de toi quelqu'un? Si tu es si impressionnante, achète ce piano maintenant. » Mais j'avais déjà pris ma décision. Calmement, j'ai tendu ma carte bancaire au vendeur. « Merci, madame, » dit-il avec joie. « Cela fera 15 000 $. » J'ai entré mon code. Transaction approuvée. « Madame, pouvez-vous me donner votre nom pour la facture? » demanda-t-il. « Bien sûr, » ai-je dit. Et je l'ai écrit. Margaret Turner. La femme au chignon est devenue blanche. Elle s'est tournée vers Suzanne, choquée. Tu m'avais dit qu'elle travaillait pour quelqu'un d'autre. Que les villas qu'elle a achetées ne lui appartenaient même pas. Le visage de Suzanne a changé. Elle s'est approchée de moi, entre étonnement et quelque chose de plus sombre. Toi? Tu as vraiment acheté ce piano? Et ces 2 villas aussi? Elles étaient vraiment à toi? J'ai souri. Les factures et les contrats portent mon nom. Si ce n'est pas à moi, c'est à qui, selon toi? À toi. Son visage s'est tordu d'un coup, envahi par un mélange de choc, d'envie, de suspicion et de regret amer. Elle a lâché. Margaret, tu étais juste une femme de ménage. D'où tu sors tout cet argent? Ma voix est devenue froide, tranchante. Chaque dollar que je dépense, je l'ai gagné légalement et honnêtement. Suzanne a ricané. Oh, s'il te plaît, tu as dû faire quelque chose de louche pour avoir tout ça. La femme au chignon a aussitôt renchéri. Oui, c'est sûrement une arnaqueuse. C'est comme ça que les gens gagnent de l'argent aujourd'hui. À peine ces mots sortis de sa bouche, qu'une autre femme, restée silencieuse jusqu'à présent, s'est mise à hurler. Quelle arnaqueuse! Ne t'avise pas de plaisanter avec ça. Ses mains tremblaient en cherchant son téléphone. Elle a crié. Allô? 911. Il y a une arnaqueuse ici. Envoyez la police. Avant que qui que ce soit puisse réagir, elle a raccroché et s'est jetée sur moi, essayant d'arracher mes vêtements. Dans un accès de rage, le personnel du magasin est vite intervenu pour la maîtriser. Elle pleurait, criait, totalement hystérique. Et là, j'ai compris pourquoi elle avait craqué. Elle s'était fait arnaquer de plus de 100 000 $ il y a 6 mois. Et elle n'avait jamais récupéré son argent. Cette blessure était encore vive. La simple mention du mot « arnaque » avait suffi à la briser. Sa colère ne m'était pas destinée personnellement. Elle visait un fantôme de son passé. La police est arrivée rapidement. Et, surprise, c'étaient les 2 mêmes officiers que j'avais rencontrés le jour où j'avais acheté les villas. L'un d'eux a haussé un sourcil et a souri discrètement. « Ah, c'est encore vous, madame. » J'ai hoché la tête poliment. Mais avant que je dise un mot, la femme aux cheveux bouclés a hurlé. « C'est elle l'arnaqueuse, agent. Arrêtez-la tout de suite. » Le sourire du policier a disparu. Il est devenu sérieux. « Madame, vous avez une preuve de ce que vous avancez? » « Une preuve » cria-t-elle. « Bien sûr que non. Mais regardez-la. Vous devriez l'enquêter vous-même. Comment une domestique peut se payer des villas et un piano à queue? Vous trouvez ça normal? » L'agent a soupiré, les mains ouvertes. Peut-être qu'elle a gagné à la loterie. Ça arrive. Suzanne est aussitôt intervenue, d'un ton sec. Elle. Gagner à la loterie. Ne sois pas ridicule. Elle n'a jamais eu un jour de chance de sa vie. Elle a grandi sans parents. A eu un mariage raté. A enchaîné les petits boulots. Des gens comme elle n'ont pas de chance. Ils sont désespérés. Elle n'a ni diplôme, ni carrière. Qu'est-ce qu'elle a pu faire, à part des magouilles, pour obtenir autant d'argent? Le visage de l'agent s'est durci. Madame, je vous conseille de faire attention à ce que vous dites. Accuser quelqu'un sans preuve, c'est de la diffamation. Et c'est une attaque personnelle. On peut très bien ouvrir un dossier contre vous. Suzanne a blêmi. Elle s'est tue sur le champ. Un tourbillon d'émotions m'a traversé. La frustration, la douleur, la colère. Mais surtout, une chose. La clarté.
Ma vie n'avait jamais été facile. J'avais grandi seul. Après mon divorce, je m'étais sacrifié pour soutenir un fils, qui n'avait jamais rien apprécié de ce que j'avais fait. Et maintenant, ceux qui avaient profité de tous mes sacrifices, utilisaient mes pires souvenirs, comme des armes contre moi. Si j'avais des ennemis dans la vie, c'était Suzanne, sa fille Nicole, et Izen. Ils n'étaient pas juste ingrats. Ils étaient les vraies malédictions de mon histoire. Mais maintenant, je les voyais enfin pour ce qu'ils étaient vraiment. Je sortis mon téléphone. J'ouvris mon appli bancaire. Et sans dire un mot, je tournai l'écran vers Suzanne, la tenant bien haut pour qu'elle et tout le monde puisse voir. Je lui dis calmement. Tu ne veux pas me voir heureuse? Tant pis. Le ciel en a décidé autrement. Tu vois ça? Plus de 8 millions. Tout est légal. Tout est à moi. Pas de combine. Pas de sale secret. Juste des bénédictions que tu ne comprendras jamais. Et si ça te rend malade, alors j'espère que ça te coupera l'appétit. Tu veux m'accuser de m'être couché avec quelqu'un pour réussir? Très bien. Porte plainte. Je t'attends. La tasse d'eau de Suzanne glissa de ses mains et s'écrasa au sol, dans un grand bruit métallique. Je pouvais presque entendre son orgueil se briser. 8 millions. Elle tremblait. Comment diable as-tu pu avoir autant d'argent? Puis son expression changea, comme si tout s'éclairait dans sa tête. Elle murmura. Ah, je comprends maintenant. C'est pour ça que tu as coupé les ponts avec ton fils. Tu es devenu riche. Et tu l'as laissé comme un déchet. Tu es cruelle, Margaret. Incroyable. Je me tournai vers elle. D'un ton ferme et glacial. Ne déforme pas l'histoire, Suzanne. J'étais prête à tout leur laisser. À ta fille et à mon fils. C'était mon plan. Mais ils ont décidé que j'étais un fardeau. Dès que j'ai quitté mon travail, ils m'ont jeté dehors. Comme si j'étais un vieux sac. Tu crois que j'ai oublié? Cette maison dans laquelle tu vis. Chaque dollar qu'il a payé. C'est moi qui l'ai gagné. Et non seulement vous m'avez jeté dehors, mais vous m'avez même proposé d'aller laver les sols. Dans une maison de retraite pour gagner un peu d'argent pour votre famille. Tu m'as même suggéré d'aller travailler chez un vieux riche. Comme femme de chambre résidente. Dieu seul sait ce que tu espérais que je fasse là-bas. Dis-moi, Suzanne, est-ce qu'il te reste encore une once de décence? J'aurais pu offrir à toute ta famille une vie de luxe. Mais maintenant, plus question. C'est vous qui avez tout gâché. Je me tournai vers la foule de spectateurs qui s'étaient formés autour. Dites-moi, est-ce qu'un groupe pareil de profiteurs et d'ingrats ne mérite pas tout ce qu'il a perdu? L'énergie de la salle changea. Les regards autrefois curieux ou moqueurs se tournèrent maintenant vers Suzanne et ses amis. Avec jugement, le visage de Suzanne devint rouge, comme quelqu'un pris en flagrant délit. Elle hurla. Tu mens. On n'a jamais dit que tu devais aller bosser chez un vieux. Je restai calme. Ah oui. Alors je fais écouter l'enregistrement à tout le monde. Chacun pourra entendre tes mots exacts. Son visage vira au blanc. Et pour un bref instant, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. Elle balbutia. Cet enregistrement doit être trafiqué. Je ne vais pas écouter cette saleté. Sa voix se brisa. Et elle tourna les talons. En marchant vers la sortie. Margaret, tu es cruelle jusqu'au fond. Un jour, tu récolteras ce que tu mérites. Et elle claqua la porte derrière elle. Je poussai un long soupir. C'était fini, pour l'instant. Mais je savais que je ne devais pas croire que tout était réellement terminé. Avec autant d'argent en jeu, des gens comme Suzanne et Izen ne se taisent jamais longtemps. Ce que je n'avais pas prévu, c'est à quel point Izen allait revenir vite dans le décor. Le lendemain matin, le concierge m'a remis un énorme bouquet de fleurs. Il m'a dit que quelqu'un l'avait laissé devant ma porte. J'ai froncé les sourcils. J'ai traîné le bouquet à l'intérieur. Et j'ai examiné les fleurs. Juste au milieu, il y avait une carte. Je te souhaite un bon week-end. Avec amour, ton fils Izen. J'ai failli éclater de rire. Dégoûté au plus haut point. C'était tellement culotté que ça en devenait presque drôle. Sans hésiter, j'ai pris le bouquet. Et je l'ai jeté directement à la poubelle de la cuisine. Puis j'ai pris une photo. Pétales écrasés. Tiges pliées. Et la carte froissée. Tout dans un seul cliché. Je l'ai envoyé à la conciergerie. À partir de maintenant, refusez tout colis de cette personne. Et envoyez-lui cette photo.
Je ne voulais pas seulement qu'il refuse ses fleurs. Je voulais qu'il se sente humilié. Et effectivement, je n'ai plus jamais reçu de fleurs de sa part. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a juste changé de tactique. Il a commencé à m'attendre tous les jours, devant les grilles de la résidence sécurisée. Peu importe qu'il pleuve, qu'il vente, que ce soit un jour de travail ou un week-end. Il était là. Il rôdait. Désespéré. Chaque fois que j'entrais ou sortais, il faisait une nouvelle scène. Comme un acteur de tragédie. Un jour, il s'est même agenouillé sur le trottoir, en pleurant à chaudes larmes. « Maman, s'il te plaît, ne sois plus fâchée. Reviens à la maison. J'ai fait une erreur. Peu importe ce qu'il s'est passé. Je reste ton fils. Comment peux-tu être aussi froide avec moi ?» Je ne l'ai même pas regardé. Son théâtre me donnait la chair de poule. À la fin, j'en ai eu tellement marre que j'ai engagé un chauffeur à plein temps. Tous les jours, je m'asseyais à l'arrière, vitre teintée fermée, et il me déposait directement dans mon garage. Pas de regard, pas de conversation, pas moyen qu'il m'approche. Izen a continué comme ça pendant 2 semaines. Mais une fois qu'il a compris que je ne céderais pas, il a abandonné cette méthode. Enfin, c'est ce que je croyais. En réalité, il a changé de stratégie. Il a commencé à fouiller, à enquêter. Et d'une manière ou d'une autre, il a réussi à recontacter mon ex-mari Richard, le même qui avait été son père adoptif. C'est là que les choses ont pris une tournure inattendue. Izen ne voulait plus se réconcilier. Il voulait me contrôler, me détruire, m'écraser complètement. C'est devenu clair. S'il ne pouvait pas obtenir ce qu'il voulait, il préférait me voir anéanti. Un après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Richard. Nous n'avions pas parlé depuis plus de 20 ans. Je n'avais aucune idée de comment il avait eu mon numéro. Il a dit d'un ton neutre. « Je voulais juste te prévenir. Izen est venu me voir. Il a pleuré. Il m'a supplié de te convaincre de revenir à la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux. Et franchement, ça ne me regarde pas. Je lui ai juste rappelé que je ne suis pas son père biologique. Je lui ai même dit que tout ce qui se passe entre vous, ça ne me concerne pas. Mais il a insisté. Il m'a traité de menteur. Il s'est même pointé à mon travail et a fait un scandale. J'ai été obligé de faire un test ADN. Juste pour qu'il se taise. Mais je ne lui ai pas tout dit. J'ai tenu ma promesse de l'époque. Je ne lui ai pas révélé la vérité sur son passé. En résumé, il sait maintenant que je ne suis pas son père. Mais toi, tu es sa seule mère. J'ai raccroché. Déjà en train de me préparer. Je savais que ce n'était plus qu'une question de temps, avant qu'Izen ne revienne frapper à ma porte. Et quand il le ferait, j'allais lui dire toute la vérité. La vérité que j'avais essayé d'éviter pendant des années. Je lui dirais d'aller chercher la femme qu'il avait abandonnée dans une benne à ordures. Et d'arrêter de vouloir détruire celle qui lui avait sauvé la vie. Mais, ce moment n'est jamais arrivé. À la place, Izen a pris un chemin plus sombre. Un que je n'avais jamais prévu. Quelques jours plus tard, je reçois un appel affolé de Monica, la jeune femme qui m'avait vendu les villas. « Madame Margaret, avez-vous vu ce qu'Izen a posté sur les réseaux sociaux? C'est en train de devenir viral. Tout le monde parle de vous. » Je suis resté calme. Je n'ai rien vu. Qu'est-ce qu'il a posté? Monica a hésité. Puis elle m'a dit. Il a publié une vidéo. Il pleure. Et il raconte comment sa mère, vous, l'a abandonné dès qu'elle est devenue riche. Je me suis assise. Ma respiration s'est bloquée une seconde. Il dit que vous l'avez élevé seul. Qu'il vous a soutenu quand vous n'aviez rien. Et que maintenant vous vivez dans une villa de luxe. Pendant qu'il dort dans sa voiture. Il vous traite de manipulatrice, d'égoïste, et dit que vous avez profité de lui pendant des années. Je suis resté silencieux un moment. Puis j'ai demandé. Est-ce que beaucoup de gens y croient? Monica a répondu. Oui, malheureusement. La vidéo a été vue plus d'1 million de fois en une journée. Il y a déjà des articles, des vidéos réactions, des hashtags avec votre nom. Et les commentaires sont horribles. Les gens vous détestent. J'ai ouvert mon ordinateur. Et là, je l'ai vu. La vidéo. Izen, les yeux rouges. Le ton brisé. Parlant à la caméra. Je ne voulais jamais en arriver là. Mais je suis à bout. Ma propre mère m'a tourné le dos.
Juste parce qu'elle a un peu d'argent maintenant. Elle a oublié toutes les fois où je l'ai aidée. Toutes les fois où je me suis sacrifié pour elle. Je dors dans ma voiture pendant qu'elle nage dans le luxe. Je n'ai rien demandé. Juste un peu de reconnaissance. Mais elle a préféré m'effacer. Elle a même appelé la police contre moi. C'est ça, la femme qui m'a élevé. Je n'ai plus de mère. La vidéo était bien montée. Des musiques tristes. Des photos de nous deux quand il était petit. Des vidéos où on riait ensemble dans de vieux souvenirs. Le montage faisait de moi un monstre. Et de lui. Une victime parfaite. Les commentaires étaient cruels. Quelle mère horrible. Elle ne mérite pas son argent. Pauvre garçon, elle devrait avoir honte. Il faut que quelqu'un expose cette femme. Je n'avais jamais ressenti un tel mélange de colère et de tristesse. Mais je n'allais pas me laisser faire. Pas cette fois. J'ai appelé un ami de longue date, Youssef, qui travaillait dans les médias. Je veux raconter toute mon histoire. Mais cette fois, en direct. Pas de montage. Pas de mensonge. Je veux qu'on entende la vérité. Il a dit. On va organiser un live stream. Je vais tout gérer. Mais tu dois être prête. Une fois que tu auras parlé, plus rien ne pourra être effacé. Tu en es sûr. Plus que jamais. Le lendemain soir, j'étais prête. Une équipe technique s'était installée dans mon salon. Les lumières, les caméras, tout était prêt. Des milliers de personnes attendaient déjà le début du direct. Je respirais profondément. Le compte à rebours apparut à l'écran. 3, 2, 1. Et je commençais. Bonjour à tous. Je suis Margaret Turner. Et aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Pas celle d'un montage triste, ni celle d'un garçon en larmes, mais la mienne. Celle d'une femme qui a travaillé toute sa vie, qui a élevé un enfant seul, et qui refuse aujourd'hui d'être humiliée par ce même enfant. Je n'ai jamais eu une vie facile. J'ai perdu mes parents jeunes. J'ai connu la pauvreté. J'ai connu la honte. J'ai connu les moqueries. Mais je me suis battu. J'ai tout accepté. Tout encaissé. Sans jamais abandonner. Mon fils, Izen. Je l'ai adopté quand il était bébé. Oui, vous avez bien entendu. Je ne suis pas sa mère biologique. Je l'ai trouvé dans un carton. Abandonné dans une ruelle. Enveloppé dans une couverture sale. Je l'ai emmené à l'hôpital. Personne ne le cherchait. Personne ne voulait de lui. Alors je l'ai gardé. Je l'ai élevé. Je l'ai aimé comme s'il était né de mon sang. Je n'ai jamais fait de différence. Je me suis privé de tout pour lui. Je n'ai jamais raconté cette histoire. Par respect pour lui. Mais aujourd'hui, il ne me respecte plus. Quand il a grandi, je lui ai tout donné. Je faisais des ménages pendant 12 heures par jour. Pour qu'il ait des vêtements propres. Des repas chauds. Et une bonne éducation. Et quand j'ai pris ma retraite anticipée, il m'a dit que j'étais inutile. Il m'a demandé de quitter sa maison. Sa femme m'a traité de bonne. Et il a approuvé. Je suis parti sans bruit. Mais le destin a voulu me récompenser. Ma patronne, qui était comme une sœur pour moi, m'a légué toute sa fortune. Elle n'avait pas d'héritier. Elle m'a considéré comme sa seule famille. Et grâce à elle, aujourd'hui, j'ai de l'argent. Oui, j'ai acheté 2 villas. Oui, je me suis offert un piano. Et non, je ne dois rien à personne. Izen n'a jamais dormi dans sa voiture. C'est un mensonge. Il vit toujours dans sa maison. Il veut juste me faire passer pour un monstre. Parce qu'il n'a pas supporté de perdre son contrôle sur moi. Il n'a pas pleuré parce que je l'ai abandonné. Il pleure parce que je ne lui donne plus d'argent. Vous voulez me juger? Allez-y. Mais faites-le après avoir entendu toute l'histoire. Pas juste la version trafiquée d'un garçon, qui a manipulé des émotions pour vous émouvoir. Je suis fier d'avoir dit non. Fier d'avoir mis fin au chantage. Et je suis fier de vivre. Enfin, pour moi. J'ai terminé. L'écran est resté quelques secondes figé sur mon visage. Puis il est passé au noir. Mon téléphone a vibré pendant des heures. Messages, appels, notifications. Des milliers de réactions. Mais cette fois, c'était différent. Les gens comprenaient. Ils compatissaient. Ils me soutenaient. J'ai vécu la même chose. Merci d'avoir eu le courage de parler. Il faut plus de femmes comme vous. Vous êtes une inspiration. Et puis, le silence. Le camp d'Izen ne répondait plus.
Pas de nouvelles vidéos. Pas de justification. Pas un mot. Il avait été démasqué. Et moi? Je me suis servi un verre de vin. Je me suis assise au piano. Et j'ai rejoué Clair de lune. Mais cette fois, c'était pour moi. Rien que pour moi. Les semaines ont passé. Le buzz autour de mon histoire a fini par s'apaiser. Mais moi, je continuais à avancer. Je ne voulais plus vivre dans la peur. Ni dans la colère. J'avais passé assez de temps à me défendre. Maintenant, je voulais vivre. J'ai commencé à m'investir dans une association qui aide les femmes seules à se reconstruire. Je donnais des cours de musique. Je participais à des événements de charité. Et j'utilisais une partie de mon héritage pour financer des bourses d'études pour les jeunes sans soutien familial. Je voulais que d'autres ne vivent pas ce que j'avais vécu. Et un jour, alors que je jouais du piano pendant un gala, une jeune fille est venue me voir, les larmes aux yeux. « Madame Margaret, je veux devenir comme vous. » Je lui ai souri. Je n'avais jamais voulu être un exemple. Mais si mon histoire pouvait aider une seule personne, alors tout ce que j'avais enduré en valait la peine. Et Izen. Et Nicole. Eh bien, peu de temps après mon live stream, leurs comptes ont été inondés de critiques. Nicole a perdu son travail. Les gens ne voulaient plus acheter quoi que ce soit à une femme qui avait osé traiter sa belle-mère comme une servante. Izen, lui, a disparu des réseaux. Il a essayé de publier un message d'excuse. Mais personne ne l'a cru. Il est vite devenu la cible de moqueries, de critiques. Et même d'anciens amis l'ont bloqué. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il avait quitté la ville. Il vivait chez un cousin lointain et cherchait un nouveau boulot. Quant à Suzanne, elle s'est réfugiée dans le silence. Plus de soirées mondaines, plus de remarques blessantes. La honte l'avait réduite au silence. Et moi, je vis désormais dans la paix. Ma maison n'est pas seulement belle. Elle est calme. Elle est remplie de musique, de livres, de fleurs. Et surtout, d'air pur, sans jugement. J'ai appris que parfois, la famille ne vient pas du sang. Elle vient du cœur. Et surtout, on peut renaître à tout âge. Je suis Margaret Turner. J'ai 66 ans. Et pour la première fois de ma vie, je suis libre.